Voilà, Monsieur le Président. Le premier point, c'était un préliminaire qui est terminé. Les faits, je ne vais pas retarder parce que mes confrères et le parquet et autres, la défense, beaucoup parlent. Ils vont parler. Celui qui réfléchit, il y a eu 28 septembre parce qu'on n'a pas jugé les massacres de janvier et février 2007. Il y a eu 28 septembre, c'est parce qu'on n'a pas jugé avant ça les bacheliers qu'on a tués à bout portant avec les bérets rouges de Lansana Conté que son âme repose en paix. 100 élèves ont été tués froidement ici au 2 octobre. On a ouvert le dossier à l'OGDH, mais on n'a pas pu avancer. Les gens avaient peur. Donc, les événements du 28 septembre 2009, ce sont les conséquences logiques de ce qui s'est passé depuis 1958. C'est cela. Depuis 1958, à mon avis, je donne mon avis, c'est que l'État a été défaillant. Les systèmes ont échoué. Qu'est-ce qu'on a fait? Ce sont les agents de l'État, l'argent de l'État, les moyens de l'État qu'on utilise pour tuer la population civile. Et souvent je dis, c'est parce que on n'entre pas dans chaque famille, on fauche un enfant de 16 ans, une fille de 16 ans. Si on le fait, on va en aller arrêter. Oui, ce sont les pauvres qu'on tue le plus souvent. Nous devons, l'État doit arrêter cela. C'est ça l'impunité. C'est ce qui nous a conduit au 28 septembre. Donc, maintenant, lorsque le feu général Lansana Conté est décédé, en 2008, que son âme repose en paix pour toute sa famille. Mais l'armée a fait éruption. L'armée a pris le pouvoir. L'armée a fait quoi? L'armée a écarté la Constitution. Ils ont créé un organe que je mets entre guillemets, qu'ils ont appelé CNDD. Je n'ai pas besoin d'entrer dans ces petits détails. Les accusés, le commandant Toumba et autres, ils ont bien expliqué comment ils ont pris le pouvoir en 2008. Ils sont même fiers pour avoir pris le pouvoir par la force. Moi, je pense que ce n'est pas une fierté. Le coup d'État, prendre la force par les armes, déranger l'ordre constitutionnel, c'est réprimer. Et la répression ne date pas d'aujourd'hui. La répression, c'est depuis le code pénal de 1965. Que moi j'appelle le code rouge. Au temps de Sékou Touré, le code rouge, il est très petit. La répression est contenue dans le code pénal de 1998. La répression des coups d'État, elle est contenue dans le code pénal du 26 octobre 2016. Donc, ils ont pris le pouvoir. Ils nous ont fait servir des discours. Il y aura la démocratie, comme le dernier mot l'indique, démocratie et développement. Oui, on reconnaît. Il y a beaucoup de quartiers qui ont été bitumés à Conakry. Il faut le reconnaître. Il y a beaucoup de forages, Dar Salam, Afia, etc. Mais, à mon avis,
la gestion d'un État, il y a 3 questions. Il y a 3 gestions. La première gestion, elle est politique. La deuxième gestion, elle est économique. Et la troisième gestion, elle est sociale. Si un système, quel que soit le système, même aux États-Unis, si une gestion fait défaut, ça va crier. Devinez ce qui reste. Donc, pendant quelques mois, le CNDD a promis de rendre le pouvoir, faire des élections, etc. Mais on connaît les discours, il n'y a pas besoin de rappeler ça ici. Les partis politiques, la société civile ont vu au CNDD, c'est des gens qui veulent organiser des élections et être au pouvoir. Rappelons-nous, ce n'est pas la Guinée seulement. Et là, Omar Bongo avait dit, il faut être maudit, organiser des élections et perdre. Moi, je pense, et maudit, je le dis, que c'est celui qui organise les élections et les vole, c'est un maudit. Parce qu'il y aura beaucoup de morts. Et lui, si Dieu ne le pardonne pas, c'est l'enfer, le dernier enfer qu'il aura. Oui. Tuer des gens à cause des élections. Donc, lorsque les forces vives ont compris cela, et moi je faisais partie des forces vives au sein de l'OGDH, nous étions un peu partout. Nous avons dit ce n'est pas possible. Il faut que le CNDD respecte son engagement. Ce qui a fait que, sans entrer dans les petits détails, les forces vives ont décidé qu'il faut exprimer notre désaccord à la candidature du chef de l'État d'alors, à qui je dois du respect. C'est tout à fait normal, c'est les règles de la vie. Et que les forces vives ont décidé qu'il faut organiser un meeting au stade du 28 septembre. Là, il y a eu des désaccords, il y a eu des bisbilles, il y a eu un téléphone au président Sidi à la nuit, etc. À travers le téléphone de M. Tibou Kamara, un témoin qui est venu ici. Bon. On dit que le 28 septembre est déclaré jour férié. Non. Le 28 septembre n'a jamais été une fête, ni un jour férié. Il faut qu'on le comprenne ici. La loi a déterminé les jours fériés. 28 septembre, non, 2 octobre, oui. Noël et Tabaski, etc., oui. Donc, en termes de stratégie, il fallait dire que 28 septembre, c'est férié pour que les gens restent à la maison. C'est que le CNDD n'avait pas mesuré la température. Le CNDD n'a pas eu des flics, des enquêteurs pour jauger la température au sein de la population. Parce que c'était une question de vie et de mort. Et il y a eu une question de mort, de viol, de torture, de disparu, etc. De destruction de biens matériels. Il y en a eu. Que cela ne se reproduise pas. Question des recrues qu'il aurait entretenues et qui seraient intervenues dans la répression de la marche de l'opposition et qui auraient séjourné dans un camp militaire servant même de siège à la présidence. N'est-ce pas une autre preuve
comme quoi les faits sont complètement différents. Il y a une dissemblance des faits. Monsieur le Président, hier, j'ai aussi relevé que dans la nuit qui a précédé les événements tragiques du 28 septembre, le président Dadis a appelé M. Sidya Touré pour lui demander d'annuler la manifestation projetée. Et face à sa réticence, il a menacé de lui rendre responsable du massacre qui était déjà projeté, programmé. Et je vous ai dit dans quelles circonstances. Alors des instructions ont été données avec des éléments de preuve à l'appui. Dans l'affaire Laurent Gbagbo, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, il n'a jamais été question d'une communication surchauffée, d'une communication explosive entre Laurent Gbagbo et un quelconque leader politique. Au cours de laquelle conversation, Laurent Gbagbo aurait menacé de rendre le leader en question responsable de ce qui arriverait. Monsieur le Président, n'est-ce pas une autre différence? Monsieur le Président, il a aussi établi que le jour même des malheureux événements, le président Dadis a donné des instructions fermes en présence de mon commandant. Et ces instructions étaient claires. Le pouvoir est dans la rue, ils vont le regretter, il faut les mater. Monsieur le Président, dans l'affaire Laurent Gbagbo, je voudrais qu'on me montre une seule instruction, une instruction ferme que Laurent Gbagbo aurait donnée et selon laquelle M. Gbagbo aurait demandé à ce que la marche soit matée. N'est-ce pas une autre différence? Monsieur le Président, hier ici, j'ai relevé avec des preuves à l'appui que le Président a personnellement instruit son ministre des Services spéciaux en la personne de M. Moussa Kibourou Kamara à l'effet d'aller assurer le maintien d'ordre au stade du 28 septembre, lequel maintien d'ordre, Monsieur le Président, nous savons, c'est soldé par un bilan macabre, par un bilan funeste, un bilan lugubre, abominable, que nous connaissons tous. Dans l'affaire Laurent Gbagbo, Monsieur le Président, est-ce qu'il a instruit qu'il soit procédé à un maintien d'ordre et qu'il se serait soldé par un tel bilan? Par un tel bilan qu'aucun chef d'État ne souhaiterait pour son pays. N'est-ce pas une autre différence? Je poursuis, Monsieur le Président. Il y a eu une gestion militaro-militaire. Hier, je l'ai relevé ici. Dès le petit matin, entre 10h et 11h, un comité assiégé. Un comité, Monsieur le Président, dont les membres étaient le chef d'état-major général, les chefs d'état-major particuliers de nos forces armées et le directeur national de la police. Ces corps habillés ont suivi de bout en bout le déroulement des événements malheureux. Monsieur le Président, est-ce que dans l'affaire Laurent Gbagbo, il a été question d'une gestion militaro-militaire de ces événements? Hier, à travers la lecture des déclarations du général Oumar Sano, vous avez compris que c'est lui qui a demandé au chef d'état-major de la gendarmerie nationale, c'est lui qui a demandé au directeur de la police nationale de se rendre au stade. Lorsqu'ils se sont rendus au stade, ils ont constaté qu'il y avait des corps et des blessés. Ils ont constaté qu'il y avait la Croix-Rouge qui s'y trouvait et qui voudrait ramasser les corps. Mais que cette Croix-Rouge ne disposait pas de moyens
et une commission est venue. Monsieur le Président, cette commission, lorsqu'il a reçu, c'est lui qui a pris la décision. C'est lui qui a instruit le commandant des trains de mettre 4 véhicules militaires à la disposition de la Croix-Rouge, en bypassant, en ignorant la justice, en prenant possession de la scène du crime, Monsieur le Président. Et ces camions militaires sont venus ramasser les corps, destination à un camp militaire, le camp Samori, Monsieur le Président. C'est en ces lieux où des corps ont disparu. En tout cas, à la date de leur restitution, le 2 octobre, Monsieur le Président, on a relevé des disparus. Où sont ces corps qui ont disparu? Est-ce que dans l'affaire Laurent Gbagbo, il a été question d'une telle gestion militaro-militaire? Non, Monsieur le Président. Non et encore non. Vous comprendrez qu'il s'agit là, entre autres, des éléments particuliers caractérisant l'affaire du 28 septembre 2009 qui font qu'elle n'a rien de commun avec celle de Laurent Gbagbo. Rien, rien. Du coup, en raison du manque de ressemblance, de similitudes entre les deux affaires, l'affaire Laurent Gbagbo, Monsieur le Président, ne saurait nullement vous inspirer. Cette jurisprudence, elle est inopérante. Cette jurisprudence, elle est mauvaise. Cette jurisprudence ne doit pas emporter votre conviction, Monsieur le Président. Il y a lieu d'écarter les deux jurisprudences, aussi bien celle invoquée par le ministère public que celle de Laurent Gbagbo. Il y a une consoeur qui a comparu ici, Monsieur le Président, et au nom et pour le compte de la même défense du président Dadis, et elle a soutenu ici que ce procès discriminatoire à l'égard du président Dadis, et comme preuve, elle est allée jusqu'à soutenir que M. Sekouba Konaté, qui a été renvoyé, n'a jamais comparu. Alors, je comprends que cette consoeur, qui nous vient d'ailleurs, alors n'a pas la maîtrise des éléments de ce dossier, parce que elle n'a assisté qu'à quelques audiences avant de disparaître et de ne revenir qu'à la phase des plaidoiries. Et elle est venue, nous l'avons suivi ici, elle est venue présenter sa plaidoirie dans quelles conditions? Monsieur le Président, elle oublie que dans le dossier de la procédure, et ça c'est indiscutable, il existe une ordonnance de non-informé qui a été entreprise. C'est pourquoi d'ailleurs, vous n'êtes pas saisi des faits concernant Général Sekouba Konaté. Donc, en ce qui la concerne, elle est passée carrément à côté. Et par rapport à cet élément, Monsieur le Président. Alors, et vous avez suivi aussi un autre confrère talentueux et qui, faisant de la confusion une stratégie de défense, alors est allé jusqu'à parler de contradictions, en disant qu'il y existerait une contradiction entre le commandant du salon et mon commandant Abouaka Diakité Ditumba, que mon commandant a dit que le commandant du salon, alors, était présent pendant que Dadis donnait des instructions. Non, ce n'est pas ce qu'il a dit. Le commandant, mon cher commandant, a été clair. Les instructions ont été données dans la chambre du président et le commandant du salon n'était pas dans la chambre du président. Plutôt, il a dit ici que lorsqu'il est sorti, à son arrivée au salon, il a donné des instructions au commandant du salon de ne pas laisser le président Dadis sortir. Alors, c'est ça
la restitution exacte des faits sans aucune dénaturation, Monsieur le Président.